Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bon, peut-être je vais commencer par la fin, la dernière scène du film, qui est très énigmatique par rapport à tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire quelque chose d'un seul coup qui se passe entre ces deux garçons, qui n'a plus rien à voir avec l'horreur qu'on a traversée. Alors, cette fin, elle est... Si vous voulez, Pasolini, à la fin du tournage, avait filmé une scène très longue où il faisait jouer en même temps les acteurs et les techniciens. C'était comme s'il y avait, si vous voulez, l'idée, voilà, ce cauchemar est fini et je vais vous montrer que les gens qui étaient là étaient heureux de faire ce film, ce qui est vrai. À peu près, on a plein de témoignages sur le film, c'est-à-dire qu'en fait, les gens étaient évidemment très bien traités, tout était absolument simulé, vous vous en doutez bien, y compris les sexes en carton et tout ça. Je veux dire, rien n'était réel dans ça. Et donc Pasolini voulait finir en disant « j'efface le cauchemar ». Voilà, j'efface le cauchemar et je vais vous montrer en fait ce que c'était le film. C'était ce que c'était que le tournage du film. Pasolini était un cinéaste extrêmement doux, c'est-à-dire que même lui, filmer ce qu'il filmait là, évidemment par moments, alors vous imaginez bien qu'il n'y a eu aucune... Les comédiens, chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, on leur demandait s'ils voulaient. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la moindre début de contrainte sur ce qu'on voit. Alors sur les jeunes filles, vous avez remarqué qu'elles sont... Il y en a qui sont quasiment bressoniennes, c'est-à-dire elles sont très belles. Évidemment, c'est lié au sujet, c'est-à-dire que ceux qui organisent tout ça, ils ont choisi dans la région des jeunes filles très très belles, mais il y avait une autre raison, c'est que Pasolini ne voulait pas demander à des jeunes filles de se déshabiller. Ça veut dire qu'il a donc fait un casting avec des mannequins, des filles oui, qui avaient l'habitude, qui n'avaient pas peur, enfin, qui avaient dans leur pratique déjà sociale, le fait d'être nues ne les gênait pas. Donc déjà c'est intéressant par rapport à... Ça explique aussi que le casting des filles est quand même incroyable. Enfin, moi je trouve, il y a des filles dans ce groupe qui pourraient jouer chez Bresson, ou qui pourraient jouer chez des cinéastes comme ça. Donc ça s'explique comme ça. Alors, pourquoi est-ce que cette scène n'y est pas? La scène finale, auquel il tenait beaucoup, c'est que au laboratoire, il y a des bobines qui ont été volées pendant le développement du film. Il y a eu beaucoup de menaces. Vous imaginez bien que même s'ils étaient très protégés dans la grande maison, il y avait quand même... les gens savaient à peu près ce qu'il était en train de tourner. C'est-à-dire, ça faisait allusion au fascisme italien, puisque Salo, c'était le lieu comme ça où il y a eu la dernière poche de pouvoir fasciste. Ils savaient aussi, les journalistes et tout ça savaient aussi que c'était une métaphore avec des scènes sexuelles, etc. Donc il y avait beaucoup de menaces sur le film. Et évidemment, le fait que la pellicule a été volée, voilà, c'était pour Pasolini assez catastrophique. C'était trop tard, puisque la pellicule a été volée au labo. Il ne pouvait pas retourner la scène finale que lui aurait voulu faire. Et alors, il y a une hypothèse qui est... Bon, il y a plein d'hypothèses bidons sur la mort de Pasolini, mais il y en a une qui n'est pas tout à fait fausse, je pense. C'est l'hypothèse que m'a racontée Gianni Borgna. Gianni Borgna, c'était quelqu'un qui connaissait très bien Pasolini et qui faisait partie des 3 commissaires de l'exposition Pasolini-Roma. Et donc, il nous a fait visiter tous les lieux de Pasolini. Et quand on est allé à Ostie, donc là où Pasolini a été assassiné, il nous a dit, voyez, je n'ai jamais pu croire que Pasolini soit venu là pour coucher avec un garçon. C'était le 1er décembre. C'est-à-dire, c'est horrible, c'est sinistre, il fait froid, il gèle. Donc lui, il n'est pas le seul. Il pense qu'il a été attiré dans un piège, Pasolini, et que
la façon de l'attirer hors de Rome, puisqu'après tout, s'il avait envie de coucher avec Pelosi, il pouvait le faire à Rome. Ça n'a pas de sens qu'il soit allé si loin. Et en fait, donc, il semblerait que Pelosi a dit tellement de choses que c'est très... Pelosi, c'est l'assassin de Pasolini. Il a raconté tellement de choses que c'est très difficile. Mais enfin, il dit quand même à un moment qu'il avait attiré Pasolini en lui disant « Je connais ceux qui ont volé les bobines. Et si tu viens avec moi, on y va et on les récupère. » Alors, Pasolini aurait suivi Pelosi et après, ça s'est terminé autrement sur la plage, pas loin de la plage d'Ostie. Voilà, donc cette fin, elle enclenche déjà plein de choses, et notamment le fait que quand Pasolini fait ce film, évidemment, il ne sait pas qu'il va mourir, puisqu'il est mort vraiment le lendemain de la finition du film. C'est-à-dire, il a juste eu le temps de le finir, puisque quand il est passé à Paris 2 jours avant, il est venu voir les sous-titres que Jean-Claude Biette avait fait. Et là, là, nous venons de le voir en italien, sous-titré français. Et au moment où, donc 2 jours avant de mourir, Pasolini a dit à Biette, la vraie version de ce film, c'est la version française, puisque tout est français. La culture, ce qui se dit sur Sade, après il y avait tous les discours qu'il a récupérés, très littéralement, des gens qui ont écrit sur Sade. Ça va jusqu'à Soler. Il y a plein. Je crois qu'au début, il y a un carton avec les crédits. Et donc, Pasolini lui aurait dit, ce film est de culture 100% française, mis à part, évidemment, Salo, le fascisme, enfin, tout ça. Mais voilà, donc il lui a dit, parce que Biette était chargé de lui faire écouter des voix pour le doublage, et il lui a dit, pour moi, la reversion, c'est la version française. Donc, en France, celle qui a circulé, c'est toujours celle-là. C'est-à-dire, c'est la version italienne. En disant, puisque c'est un italien, c'est un film italien, la VO, c'est l'italienne, évidemment, c'est pas forcément vrai. Alors, aujourd'hui, avec les DVD, on a la version française intégrale qui, moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire, même si je sais que pour Pasolini, c'était la bonne version, j'y arrive pas, quoi. Celle-là est tellement mieux, enfin, sur les voix et tout ça, même si les Françaises, les 2 actrices françaises ne parlent qu'une fois français. C'est quand elles font l'espèce de sketch. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais en fait, Pasolini avait vu Femme, Femme de Vecchiali. Et il avait été totalement sidéré par les 2 actrices. Dans Femme, Femme, elles sont dans un appartement, et c'est un film assez fabuleux sur qu'est-ce qu'elles font comme ça, le côté théâtre, le côté danse, etc. Et donc Pasolini leur demande de venir jouer parmi les narratrices, comme ça. Il y en a une qui ne parle pas, puisqu'elle joue au piano et elle joue de l'accordéon. L'autre parle, même si celles qui racontent les histoires, c'est des Italiennes. Celles qui racontent vraiment des histoires, c'est les Italiennes. Et donc, à un moment dans le film, c'est assez marrant, puisqu'elles se mettent à jouer une scène du film de Vecchiali. Quand elles sont toutes les deux comme ça, elles veulent détendre l'atmosphère, parce qu'il y a des filles qui se sont embrassées, elles comprennent que ça va aller très mal. Et donc, elles s'interposent et elles font un sketch, enfin un gag, et c'est littéralement le gag de Vecchiali, enfin du film de Vecchiali. Donc il a emprunté ça, entre autres, par rapport à la culture française. Alors, je reviens un peu au début de ce film. Donc, ce film, en fait, c'est pas lui qui en a eu l'idée, c'est Sergio Citti. Sergio Citti avait déjà fait 2 longs métrages quand Pasolini fait ce film, et il lui dit, voilà, je voudrais faire le livre de Sade. Et quand Sergio Citti écrivait des scénarios pour lui, il les écrivait toujours avec Pasolini. Pasolini faisait partie de son équipe à 2, et donc Pasolini commence à être hyper intéressé par cette histoire, enfin par ce scénario, et il lui demande s'il peut faire le film. Sergio Citti lui dit oui, et Pasolini au début ne sait pas trop comment prendre cette histoire, et puis d'un seul coup il dit, j'ai eu une idée, c'est Salo. J'ai eu une idée, c'est le fascisme, enfin c'est l'idée que je vais montrer ce qu'était le pouvoir le pire,
qui était le pouvoir fasciste et le pouvoir absolu. C'est-à-dire les fascistes à Salo pouvaient tuer des gens. Si vous voulez, ils étaient absolument dans l'impunité totale. Et donc Pasolini raccorde dans sa tête ce qui s'est peut-être passé à Salo et Sade. Donc il mélange les deux. Pour lui, c'est un film essentiellement politique. Il dit, j'ai fait ce film pour des raisons politiques. Alors, si vous avez vu la fois dernière le Décaméron, si vous voulez, c'est le contraire du Décaméron. Parce que dans le Décaméron, dans la trilogie de la vie, Pasolini essayait il voulait se faire croire encore qu'il pouvait y avoir une sexualité innocente. Pour avoir une sexualité gaie et innocente. Quand il abjure la trilogie, c'est pour des raisons, comment dire, il fait à ce moment-là une analyse politique. Au début des années 70, il dit il n'y a plus d'innocence en Italie. Le pouvoir des médias, le pouvoir politique, etc., a fait que c'est terminé. Il n'y a même plus de peuple, enfin, en gros. Il n'y a plus de jeunes du peuple. Et il dit, aujourd'hui, enfin, la thèse finale de Pasolini, c'était le fascisme a pris une autre forme. Et cette autre forme, c'est pour lui la télévision et la consommation. Pour lui, ce qui a tué l'Italie, c'est la société de consommation. Il dit d'un seul coup, tout le monde est devenu un petit bourgeois. Même les prolétaires, voilà, il dit il n'y en a plus. Et du coup, lui, il est évidemment très, très déprimé par rapport à ça, y compris par rapport à sa propre sexualité. Et il dit, voilà, même les ragazzi, les vita d'aujourd'hui et tout ça, ils sont avalés par la société de consommation. Et il dit, voilà, le fascisme a tout pris. Ce néo-fascisme a tout attrapé. Et donc, il veut faire le film de ça. C'est-à-dire qu'il se sert de ça pour faire un film très dur, enfin, très inacceptable, enfin, même pour lui, sur qu'est-ce que c'est que le vrai fascisme. Et le vrai fascisme, c'est ce qu'on voit dans le film, pour lui, c'est-à-dire quand des êtres humains qui ont le pouvoir absolu sur les autres et peuvent faire ce qu'ils veulent de leur corps. Ça, c'est le truc de base de ce film, c'est-à-dire le pouvoir absolu et qui fait jouir ceux qui l'ont, donc ici les 4 organisateurs, c'est de dire je peux demander n'importe quoi à n'importe qui. Je peux torturer, je peux faire manger à la merde, je peux tuer, etc. Donc c'est ça que ce film montre. Évidemment, c'est très violent. Enfin, moi, c'est un film, je le connais bien, mais j'y arrive pas toujours. C'est-à-dire, jamais chez moi, le soir, je me dis, tiens, je vais regarder Salo. C'est un film qu'on regarde pour d'autres raisons, mais on n'a pas envie de regarder Salo. C'est une démarche. Il le savait, évidemment, Pasolini, qui faisait... Et c'était même son projet. En gros, son idée, c'était, je veux que dans ce film, personne ne puisse s'identifier. Que personne ne puisse avoir du plaisir, que personne ne puisse avoir du désir. C'est-à-dire, ce film doit, si je réussis à filmer ce que je veux filmer, ce film doit repousser le spectateur du début à la fin. C'est-à-dire, rien y avoir qui permettrait au spectateur de rentrer dans le film et d'avoir même le minimum de plaisir par rapport à ce qu'il voit. Alors, ça marche assez, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de situations où le spectateur pourrait rentrer dans le film comme ça. Donc c'était un film, il savait très bien que la radicalité de son projet faisait que ce film serait interdit aussitôt. Il a été, en Italie, il a fallu 20 ans pour que les Italiens puissent le voir, etc. Donc c'était un acte très radical. Je vais faire le film que personne ne pourra voir. Mais pour lui, c'est une métaphore. Il n'arrête pas de dire ça. C'est une métaphore du pouvoir dans ce qu'il a de plus extrême et de pire. Donc ça, c'est son projet. Ça marche assez bien. Alors, pour moi, ce qui est toujours étrange, ce soir, je l'ai encore ressenti, c'est que finalement, en termes de qu'est-ce que c'est qui est le plus répulsif
c'est évidemment quand on arrache les yeux de quelqu'un, quand on le torture, etc. Et peut-être aussi des actes sexuels imposés, avec violence, mais en fait, ce qui est le plus répulsif, c'est la merde. Or, la merde, finalement, c'est pas bien méchant par rapport à ce qu'on voit dans le film. Ça veut dire que notre sensibilité, elle est plus affectée par quelque chose qui n'est pas le pire du film. Le pire du film, c'est la fin, évidemment. C'est la torture, etc. Mais bon, il le filme aussi de telle sorte que ce soit supportable, puisqu'il y a la très belle idée des jumelles, c'est-à-dire on voit de près, et puis on retourne les jumelles et on voit de loin. Et cette idée de la réversibilité, c'est-à-dire, pour Pasolini, le voyeur est en même temps un bourreau. Il n'y a pas d'un côté le voyeur qui serait peinard planqué et de l'autre le bourreau. Le voyeur est un bourreau pour lui, comme ça. Donc c'est ce qui montre un peu là, sur les bascules, disons, entre les deux côtés. Alors il y a sur un DVD, je ne sais pas si... il y a un reportage sur le tournage de la scène des tortures et c'est magnifique parce qu'on voit comment il travaillait. On voit comment il dirigeait tout ça, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, comment dire, cette idée qu'il n'y a aucun érotisme dans ce film, parce qu'après tout, il y a plein de cinéastes qui auraient profité de ce sujet pour faire un film un peu, je ne sais pas, qui aurait pu être un tout petit peu excitant. Là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas un truc où on peut s'échauffer. Enfin, c'était son projet. Alors que dans la trilogie, oui. La trilogie, c'est le désir et tout ça peuvent fonctionner. Là, ça fonctionne. Là, c'est barré, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas éprouver le moindre affect sensuel par rapport à ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il a tenu à cette... c'est le contraire de l'esthétique de la trilogie. La trilogie, c'est les images qui bougent, qui ne sont pas cadrées de façon... Là, c'est la rigueur absolue. C'est-à-dire, c'est le film, je pense, après Théorème, c'est le film le plus rigoureux qu'il ait jamais fait du point de vue de la forme. C'est-à-dire que c'est toujours impeccablement frontal, c'est du théâtre. Donc l'idée, évidemment, pour lui, c'est que Sade, c'est du théâtre. Enfin, il n'y a pas que lui qui a eu cette idée, c'est-à-dire que la parole doit être mise en scène dans un espace théâtral. Et là, c'est assez beau, je trouve, quand elles descendent l'escalier, les narratrices. Et il y a une mise en scène comme ça de l'espace théâtral où la parole est délivrée, et puis même les gens qui l'écoutent sont mis en scène. C'est-à-dire, il met en scène la salle, si on peut dire, enfin ceux qui assistent, et évidemment ce que font les narratrices. Alors, la rigueur de ce film est absolue sur la forme. Il n'y a pas un plan qui serait approximatif ou qui serait... C'est-à-dire, tout est impeccable. Les cadrages sont impeccables, les axes sont impeccables, le découpage est impeccable. Il n'y a rien de laissé au moindre hasard, c'est-à-dire le contraire de la trilogie. La trilogie, souvent la caméra suit ce qui suit les personnages, etc. Là, c'est glacé. L'idée, c'est que ça doit être absolument glacé dans ce rapport, disons, qu'il veut obtenir, ou ce non-rapport qu'il veut obtenir du spectateur. Donc, ça marche assez bien. Alors, il avait une autre idée, toujours par rapport au film qu'il avait fait avant. Il dit « Je ne voulais pas que dans ce film, la couleur soit ce qu'elle est d'habitude dans les films en couleur. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs parasites, il y a des couleurs qui se mélangent, etc. » Il dit « Je voulais contrôler toutes les couleurs, à peu près. » C'est pour ça que, et y compris d'ailleurs la décoration, enfin, de la villa, c'est-à-dire que voilà, tout est... Et il dit, en gros, c'est de la couleur, mais je voudrais que ce soit aussi pur que le noir et blanc. Et c'est assez vrai. Il n'y a jamais une couleur qui arrive là, comme ça, qui serait
pas voulu ou qui serait parasite. Donc il y a un travail de maîtrise absolument incroyable sur ça, sur tous les éléments, y compris sur les fauteuils, la déco. Tout est daté, évidemment, du moment du fascisme. C'est-à-dire, c'est le côté art déco. Il y a un style tout à fait impeccable dans les images. Et pareil sur les personnages. C'est-à-dire, c'est d'une rigueur. Je pense que jamais il a été aussi rigoureux sur ça, parce qu'il voulait que cette surface glacée fasse que personne ne peut rentrer, quoi. Donc, c'est un film qui dit personne n'a le droit d'entrer dans mon film, sinon je me suis planté, puisque ce que je veux, c'est justement vous mettre face à quelque chose qui est inacceptable, enfin, pour lui. Alors la question, bon, il y a 1000 questions que pose ce film, mais il y a celle de lui, de Pasolini, c'est-à-dire, puisque Pasolini lui-même avait un rapport comme ça avec les jeunes garçons, qui était un rapport vénal, et qui était un rapport... lui, il avait l'argent, il avait le prestige, et il couchait tous les soirs avec des garçons qui étaient au bord de la gare ou qu'il allait chercher, y compris Pelosi, puisque Pelosi était toujours au même endroit dans Rome, et Pasolini passait avec sa voiture de sport et il ramassait Pelosi et l'embarquait pour aller où il voulait. Alors Pasolini, je dis ça parce que c'est ce que m'a raconté Graziella, sa nièce, c'est-à-dire que la maison de la mère était absolument sacrée, c'est-à-dire jamais un garçon est venu sonner. C'est-à-dire que pour lui, il y avait la maison de la mère et de Graziella, parce que Graziella a habité quand même 10 ans avec eux à Léour, comme ça, et ça s'arrêtait là, quoi. C'est-à-dire, et le soir il partait et il disait je vais rôder comme un matou, mais pour lui c'était deux espaces absolument séparés. L'espace maternel, si on peut dire, là où il habitait, et l'espace après de sa vie sexuelle nocturne, qui était... Alors, c'est un grand débat, évidemment, par rapport à... Est-ce que quelqu'un comme Pasolini, qui a pratiqué toute sa vie la sexualité vénale et avec des gens jeunes, c'est clair que Pasolini y couchait avec des gens qui étaient pas bien vieux aussi. Comment est-ce qu'il pouvait lier sa propre vie avec ce qu'on voit dans le film? C'est-à-dire comment est-ce qu'il peut dénoncer ce que le film dénonce, la métaphore du pouvoir, et lui coucher avec des garçons comme ça tous les soirs, hein. C'était pas, il a eu une vie très intense. La journée, il bossait, et le soir, il sortait, en gros, pour aller... Il le dit dans un texte, il dit la journée, je travaille comme un moine, et le soir, je rôde comme un matou. C'est-à-dire, je pars, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il a été assassiné, évidemment, Pelosi a raconté ce qu'il a voulu, mais Pelosi dit... Parce que Pasolini, tous les gens qui le connaissent, qui l'ont connu de près, etc., disaient que c'était l'homme le plus doux du monde. C'était un homme qui était... Et c'est vrai, on le voit quand il parle et tout ça, il était d'une extrême douceur. Mais à un moment, il dit « Je suis aussi un diable ». C'est-à-dire, est-ce que les pulsions, comme ça, les pulsions plus destructrices, est-ce qu'il les avait aussi dans sa vie nocturne? C'est ce que dit Pelosi. Pelosi dit, on est arrivé, et puis il y avait des barrières en bois. Et il dit, il a pris une barrière en bois, et il voulait m'esquinter, etc. Tous les gens qui connaissaient bien Pasolini disent, ça ne lui ressemble pas. Mais on ne peut pas savoir. Je veux dire, après tout, qu'est-ce qui se passe dans la vie, au moment comme ça, où on est seul avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas le savoir. En tout cas, voilà, évidemment, le film pose vraiment ce problème. J'ai envie de dire, est-ce que
Pasolini, dans sa pratique, dans sa vie, était un peu comme ces gens-là ou pas? Et est-ce qu'il profite? Alors, c'est évident que Pasolini profitait de son statut d'homme célèbre, il gagnait très très bien sa vie, etc. Et en même temps, ce qu'on sait aussi, on le sait par Ninetto. Ninetto, quand il rencontre Ninetto, c'est un gamin de 14 ans, hein, Ninetto, comme ça. Et puis, il tombe raide amoureux de Ninetto, et leur histoire a duré toute la vie. C'est-à-dire que Ninetto dit qu'il n'y avait pas plus doux et gentil que lui, et que quand Ninetto s'est marié, il dit on ne couchait plus ensemble, mais c'était pareil. Enfin, en gros, l'amour que j'avais pour lui et qu'il avait pour moi n'était inchangé. Et ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi, Ninetto, je le connais un peu, c'est évident que c'est vrai. Il ne dit pas ça pour protéger Pasolini à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un point un peu difficile à trancher par rapport à ce film. C'est-à-dire, parce que c'est pas un film, c'est un film moraliste, c'est un film très puritain, finalement. C'est-à-dire puritain au sens où, comme si lui ne touchait à rien de ce qui est dans le film. C'est-à-dire, voilà, je montre quelque chose, mais personnellement, jamais j'ai été dans une situation comme ça. Donc, bon, évidemment, ça, on le saura à peu près jamais, puisque les gens qui peuvent... Bon, il y a des amis très proches qui parlent de ça et qui disent qu'il était possible qu'il ait en lui, à un moment donné, un peu de violence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, sur lui, sur son corps, Pasolini, juste avant ça, 3 mois avant, j'ai retrouvé les photos, donc je sais que ça a vraiment existé, dans une galerie d'art à Bologne, il avait accepté, pour un ami artiste, il était nu dans la galerie et on lui projetait l'évangile sur son corps, comme ça. Donc c'est assez étonnant. Donc il y avait un truc chez lui un peu exhibitionniste, c'est évident, puisqu'il y a l'histoire... il rencontre un jeune photographe comme ça, et il l'amène à Akia, c'était son château fort, hein, c'était ce truc qui s'était fait construire à la fin de sa vie, qui est un truc assez étonnant. Donc ce garçon va avec lui et demande à Pasolini s'il peut le photographier nu. Pasolini s'était jamais laissé photographier nu, il dit oui, et donc il y a toute une série de photos. Le photographe s'appelle Pedriali. Il est toujours là. Hein. Enfin, donc Pedriali photographie Pasolini nu. C'est des photos où on voit son sexe et tout ça. C'était pas du nu, vous voyez, soft. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment, à ce moment-là, exactement dans la vie de Pasolini, il y avait ça. Il y avait un petit peu d'exhibitionnisme et un petit peu de jouer, disons, avec le feu sur la nudité. Mais dans le film, par contre, c'est clair que, alors que ça pourrait être un film où il y a du sexe, il n'y a pas de sexe. Les sexes des garçons, c'est des postiches. Si vous voulez, il n'y a rien, à part si, quand les garçons sont en groupe et tout ça, on voit leur sexe, mais bon, comme dans des milliers de films. C'est-à-dire, il n'y a rien qui relèverait du pornographique. Il n'y a rien dans le film, c'est-à-dire les scènes qui pourraient relever du pornographique. Vous avez vu comment il fait quand derrière la table, le garçon, enfin, va sur la fille, on voit l'ombre, c'est tout. C'est-à-dire on ne voit pas le sexe du garçon, ni rien. Voilà. Donc, c'est-à-dire c'est un film très puritain sur ce qu'il montre. Finalement, ce film ne montre rien, ou ce qui montre, c'est du faux, c'est du postiche. Voilà, il n'y a jamais eu la moindre idée chez Pasolini de faire quelque chose qui serait réaliste sur les actes sexuels. Bon, un peu à vous de parler, là, parce que j'ai beaucoup parlé.
Alors, est-ce que... Oui, le micro est hyper fort. Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque, poser une question? Est-ce que vous l'aviez déjà vu, ce film, ceux qui êtes là? Oui? En fait, moi, justement, par rapport à ça, on se faisait la réflexion avec mon collègue. C'est un film que j'ai vu voilà, il y a 20 ans et m'a beaucoup plus impressionné il y a 20 ans qu'aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et compris enfin, sur ce que vous disiez, le fait que finalement c'est un film qui nous... C'est pas qui nous laisse en dehors, mais oui, qui est glacé finalement. Et moi, la question que je me posais, c'était celle du contexte, en fait, du type d'image dans lesquelles on baigne, en fait. C'est-à-dire qu'en 75, je pense que les gens avaient accès à très très peu de violence, en fait, à l'écran. Et qu'aujourd'hui, avec Internet, en fait, même les sévices, en fait, qu'on voit, je dis pas qu'on peut les voir facilement, mais finalement, sur Internet, je pense que de manière beaucoup plus facile, on va tomber sur des vidéos, en fait, qu'on n'aurait pas voulu voir ou qui sont violentes. Et de fait, j'ai l'impression que peut-être on est moins choqué qu'un public qui aurait pu l'être à l'époque. Ça diminue peut-être l'impact du film. Oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque, en Italie, voir ça, c'était impensable. Et bon, pour une fois, il n'a pas eu de procès puisqu'il est mort avant. Mais le film a eu des procès. Ouais. Je veux dire, c'était pas juste comme ça. Évidemment que l'accès à des scènes de ce type, aujourd'hui, c'est facile. Il y en a partout, sur Internet. À l'époque, c'était quand même... Alors, il y a eu quand même, après la trilogie, comme la trilogie a très bien marché commercialement en Italie, il y a un genre qui est arrivé, des producteurs qui se sont dit « Ah ben ouais, c'est bien, on va faire un film du Moyen-Âge, et il y aura un peu de sexualité. » C'est-à-dire que c'était presque un genre. Finalement, surtout après le dernier de la trilogie. Et Pasolini, ça le faisait rire et ça l'horrifiait. C'est-à-dire l'idée que son film puisse donner des sous-produits un peu émoustillants, alors que lui, c'était pas du tout son problème. Où il n'y avait plus évidemment le côté, ce que lui avait recherché, c'est-à-dire qu'est-ce que ça pourrait être une sexualité innocente. Parce que c'était ça qu'il voulait faire, hein, quand il fait... Et elle l'est assez, d'ailleurs, je trouve, dans la trilogie, c'est-à-dire dans la nuit et tout ça, c'est une sexualité... Il n'y a pas de surmoi, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de morale. C'est-à-dire, c'est, pour Pasolini, la sexualité qu'il pensait avoir découvert quand il est arrivé à Rome. Parce que quand il est arrivé à Rome, bon, il arrivait du Frioul, hein, le Frioul, je connais bien son village natal, c'était des paysans extrêmement austères, c'est-à-dire que même le fait d'être homosexuel était impensable dans son village. Personne ne pouvait imaginer ça. Donc effectivement, quand il arrive à Rome, et ça il le dit, il dit c'était le paradis parce qu'il y avait une sexualité innocente des garçons, en gros. Et c'est vrai que par rapport à ça, là aussi c'est très daté, c'est-à-dire aujourd'hui, elle n'existe plus, je pense. C'est-à-dire qu'à l'époque où Pasolini arrive, il y avait une culture comme ça, qui est italienne aussi, hein, c'est-à-dire le fait que, bon, aujourd'hui, on relie tout à travers des schémas qu'on a aujourd'hui, mais la vie homosexuelle sur les bords du Tibre, c'était quelque chose de normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est Sandro Penna qui lui fait connaître cette vie-là. Et pour lui, qui arrive de la campagne la plus réactionnaire, pour lui, il dit, voilà, c'est le paradis pour moi. C'est pour ça que quand, au début des années 70, il commence à dire, je me suis trompé, c'est pas le paradis, et ça sera jamais plus le paradis, puisqu'en fait, l'innocence a totalement disparu chez les jeunes, et voilà, donc, du coup, il a un rejet très très violent de ça, et du coup, il se rabat sur la sexualité vénale. D'une certaine manière, lui-même
a été affecté en fait par ce qu'il dénonçait, peut-être par un mode de vie, enfin de la société de consommation qui finit aussi par corrompre en fait sa manière d'être avec les autres. Et, je sais pas. Oui. Est-ce que ça l'a transformé lui aussi finalement? Oui, bon, il y a quand même des amis à lui qui lui ont reproché ça. Surtout que bon, c'est l'année où il fait ça, c'est l'année où il prend parti contre l'avortement. Et vous imaginez, tous les amis progressistes, ils étaient tous progressistes, les amis de Pasolini, les écrivains, les artistes, ça les rend fous de colère, enfin, qu'ils puissent se défendre. Et donc il a des positions comme ça, parfois effectivement très difficiles à cadrer avec sa vision politique. Mais il défend ça, hein, je veux dire, il explique pourquoi il est contre l'avortement. Alors, il y a quand même évidemment une question qu'on ne peut pas ne pas poser, c'est la question des hommes et des femmes. C'est-à-dire que même dans ce film, finalement, les filles sont plus victimes que les garçons. Alors qu'il y a parmi ceux qu'ils ont amenés pour leur petit plaisir, ils sont à égalité. C'est-à-dire ceux qu'ils ont ramassés pour s'en servir, je ne parle pas de ceux qui sont des collabos, les mecs qui ont les armes et tout, je parle le cheptel, ceux qu'ils ont ramenés pour leur petit plaisir. C'est clair que il n'arrive pas, Pasolini, enfin s'il a voulu faire ça, à quelque chose qui serait quand même égal. Le regard qu'il a sur les garçons et sur les filles, évidemment, n'est absolument pas le même. Mais ça, c'est lui, je veux dire aussi, voilà, on ne peut pas... en tout cas, cette fois-ci, ça m'est devenu évident. Les filles, elles pleurent. Enfin, les filles, elles sont dégoûtées, etc. Les garçons, ils résistent mieux, si on peut dire. Enfin, en tout cas, ou ils acceptent mieux le pouvoir. Ils sont plus prêts à collaborer que les filles. Les filles, elles restent dans une posture de résistance. Oui, bonjour. Par rapport à ce que vous disiez, il y avait juste une réflexion comme ça. Ce que vous disiez sur que Jean-Paul avait déjà dit aussi l'autre fois, sur le fait, dans le parcours de Pasolini, il y avait effectivement lorsqu'il était arrivé à Rome, il avait cru au paradis et puis il s'était rendu compte que, en tout cas, il a eu le sentiment que c'était plus du tout ça et que ça ne reviendrait jamais. Dans ce film-là, j'ai l'impression qu'il y a aussi, il me semble, un sentiment à peu près équivalent par rapport à la religion. C'est-à-dire que tout le côté religieux, à 2-3 moments, ça apparaît comme étant quelque chose qui était un espoir et qui est devenu une impossibilité. Alors, bon, là, il en parle beaucoup de ça. Hein. Il dit qu'en gros, le fascisme, veut tout mépriser, y compris la religion. Et il dit, sauf que le modèle, c'est Dieu. En gros, il dit, le fascisme, c'est avoir le pouvoir absolu comme Dieu sur ce qu'on peut faire. C'est le cas d'eux. Eux, ils sont... Voilà. Ça veut dire que le religieux... bon, il y a quand même 2 ou 3 trucs hein, sur le religieux. Il y a quelqu'un qui écrit Dieu, mais c'est assez discret, au sol, comme ça. Et puis, il y a le fait que c'est strictement interdit de la moindre référence à la religion est punie très très sévèrement. Mais ça, c'est pas lui qui le dit, je ne sais pas si c'est Klossowski, c'est-à-dire quand il dit ça, Pasolini, enfin, il le pense, mais il a lu, si j'ose dire, enfin, ça fait partie des gens qu'il cite dans le film et qui disent finalement les fascistes ne peuvent pas se démarquer de l'idée de Dieu, puisque finalement c'est ce qu'ils veulent. Enfin, c'est ce qu'ils veulent, c'est être à cette place-là par rapport à une humanité qui évidemment est une humanité esclavagisée sur laquelle ils ont les pleins pouvoirs. Donc il dit, on ne peut pas se débarrasser de l'idée de Dieu.
du tout. Et lui, évidemment, il n'a jamais voulu s'en débarrasser, mais et il dit même là, où on pourrait penser que c'est un pouvoir absolu, ils ont besoin du modèle de Dieu, du modèle religieux. Et c'est assez vrai. Enfin, dans le film, on le sent assez bien, quoi. Ça. Il y a cette scène aussi, il y a une des victimes, en fait, qui prononce la phrase de Christ. Oui, pourquoi nous êtes abandonnés. Oui. Puis je crois qu'il y a les soldats qui jouent aux cartes. Oui, mais que les victimes invoquent Dieu, c'est normal, si j'ose dire. Tandis que eux essayent de s'identifier à une posture qui serait celle de Dieu, voilà. Ça veut dire que c'est impossible d'avoir un pouvoir absolu sans que ce pouvoir ressemble à un pouvoir de Dieu. En gros, je vais vite, mais c'est ce que dit Pasolini, quoi. Il dit on ne peut pas y échapper. Même les plus fascistes des fascistes. Alors, oui, j'ai une question aussi par rapport à la place du spectateur, de nous, en fait. Parce que moi, il y a un truc que j'ai ressenti en voyant le film, en fait, c'est que c'est vrai que c'est glacé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathos quand les gens souffrent, en fait. Effectivement, on n'est pas vraiment touché, on peut être dégoûté, ou quoi, mais on ne ressent pas forcément quelque chose pour eux, c'est pas des personnages, voilà. Sauf peut-être quand vous parlez de l'épisode de la merde, en fait, parce qu'en y repensant, je trouve qu'il joue beaucoup sur le dégoût, l'expression de dégoût des acteurs, et que pour le coup, je trouve qu'on peut s'identifier. Enfin, voilà. Mais bon, globalement, voilà, on est un peu rejeté, mais quand même, on est quand même pris dans son, comment dire, dans cette mise en scène, en fait, dans ce dispositif. Et ça, c'est assez dérangeant. C'est-à-dire que d'une certaine manière, j'ai eu l'impression, je ne sais pas comment dire, de participer d'une certaine manière. Et j'ai repensé à ça parce que j'ai lu que Michael Haneke, en fait, adorait ce film, et ça m'a fait penser à ce qu'il faisait un peu dans ses films. Vous voyez ce que je veux dire dans Funny Games, enfin, ce rapport au spectateur où... Alors c'est peut-être pas exactement pareil, mais il y a quand même l'idée quand même de nous coller devant les images. Un peu comme, je sais pas, ça m'a fait penser aussi à Orange Mécanique, avec cette manière d'aborder la violence théâtrale aussi, en fait, finalement, et puis les yeux, en fait, ouverts de force devant l'horreur. Je sais pas, par rapport à ça, est-ce que c'est... Oui, c'est clair que Orange Mécanique, il y a ça. C'est-à-dire, je vous montre quelque chose que vous ne pouvez pas supporter, mais c'est plus pervers, je pense, dans Orange Mécanique, parce qu'on peut quand même s'identifier à la jouissance de ceux qui font ça. Qui font, comme chez Punuel, on peut s'identifier à la jouissance de quelqu'un qui donne un coup de pied à un aveugle. Je veux dire, c'est un autre ressort. Alors là, ce qui est évidemment, c'est comme c'est Sade, il y a des moments où on est séduit par la parole. Parce qu'en plus, bon, les narratrices, elles sont somptueuses, enfin je trouve, quoi. Même quand elles racontent des horreurs absolues, il les a choisies génialement. Enfin, et on est, comme elles ont une beauté comme ça à elles, c'est clair que là, par la parole, on peut rentrer dans le récit et on peut avoir un certain plaisir à écouter, enfin un plaisir, en tout cas on peut rentrer dans ce qu'elles disent. Quand on voit, c'est plus difficile. Je trouve que quand on voit, ça ne marche pas. Notamment, c'était très dangereux, c'était évidemment les scènes finales où il n'y a aucun plaisir à voir la torture. Aucun. Il n'y a pas, parce qu'au cinéma, Dieu sait s'il y en a des séquences très violentes où on a quand même un plaisir sadique. Là, non. Là, il tient les choses tellement à distance qu'on ne peut pas, sauf si on est soi-même très, très sadique, mais on ne peut pas rentrer dans ça, quoi. Dans la parole, oui. Bon, c'est ce que disait Barthes sur l'idée qu'au cinéma, enfin Barthes, pas tout seul, mais et Godard, c'est-à-dire que la parole peut tout dire, mais pas l'image. C'est-à-dire, ce qui est répulsif, c'est l'image. En tout cas, là où on n'a pas le droit, Godard dit là où on n'a pas le droit, c'est l'image. Mais on peut tout faire dire. Tout ce qui passe par la parole est acceptable, mais montrer, c'est interdit.
Parce que, bon, Dieu sait si Godard, lui aussi, est puritain et se méfie absolument. Par exemple, Godard se méfie de toute son œuvre. Il n'a jamais fait des plans où il y aurait... qui pourrait susciter du désir sexuel chez les spectateurs. Sauf Prénom Carmen. Mais sinon, il n'y a pas ça. Si vous voulez. Quand il filme des femmes nues, c'est comme Pasolini, hein, c'est toujours comme ça, distant. Voilà, l'idée que, pour Godard, l'idée qu'il pourrait échauffer le spectateur par le spectacle de la nudité, pour lui, c'est dégoûtant. Son côté protestant suisse, pour lui, ça serait absolument dégoûtant. Alors, il s'est fait avoir une fois, c'est dans Prénom Carmen, parce qu'il avait commencé le film avec Adjani. Et puis Adjani, elle s'est barrée au bout d'une semaine. Et il était content lui aussi, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que Adjani, pour faire Carmen, ça ne marchait pas. Et là, il lui est arrivé une chose qui arrive parfois au cinéma. C'est-à-dire, on lui dit, on va t'amener quelqu'un, et on lui amène Marouchka Denmers. C'est-à-dire l'anti-Adjani. Marouchka Denmers qui a une espèce de corps incroyablement sexué, etc. Et là, il s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'il y a des plans réellement érotiques sur elle, où il n'a plus sa garde habituelle par rapport à ça, quoi. Donc ça lui est arrivé une fois, mais après il n'a jamais recommencé. Mais du coup, le film est extraordinaire sur ça. Je voulais simplement aussi faire le rapprochement entre ce qui est dit depuis tout à l'heure aussi par rapport à la mise à distance, le côté aussi, le fait de ne pas avoir, de nier l'existence de Dieu, ou en tout cas de l'annihiler, etc. Mais tout ça, en fait, aussi, c'était déjà, puisqu'il s'agit quand même d'une retranscription de l'œuvre de Sade. Sade, dans sa méthode de travail, de toute façon, annihile la question du désir. À chaque fois, ça va de plus en plus loin, finalement, parce que l'œuvre, au départ, en fait, il n'y a que le premier chapitre, en fait, qui est rédigé complètement, et la suite ne sont que des sévices, en fait, qui sont mis bout à bout et qu'il avait l'intention de rédiger et reprendre plus tard. Mais c'est vrai que, de toute façon, la méthode de travail de Sade est de tenir à distance la question du désir, en fait. Et la question aussi de l'anticléricalisme, et puis et la question de critiquer aussi le pouvoir. Il y a à la fois cette fascination de la monstruosité humaine, savoir jusqu'où on peut aller gratter au fond, mais finalement aussi pour le dénoncer. Et c'est vrai que parfois, tout comme Pasolini par rapport à ses procès, Sade a été montré du doigt comme étant quelqu'un qui avait une fascination pour ça, une fascination, on va dire, une sorte de, oui, quelque chose d'ostentatoire, quelque chose peut-être qui mêle du désir, et en fait non, qui met Absolument. À distance aussi. Absolument. C'est des protocoles, c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'idée, jamais le but de Sade, c'est d'échauffer le lecteur. Oui. C'est de le mettre devant des choses qui le choquent, puisque le lecteur il n'a pas l'habitude, mais c'est tout. C'est-à-dire il n'y a pas de prosélytisme, sinon politique. Sinon dire, voilà, il y a des pratiques, ça existe, mais le pouvoir, c'est contre le pouvoir. Enfin, en tout cas, c'est pas contre le pouvoir, mais savoir que ça existe, c'est contre le pouvoir. Mmh. C'est ce que fait Pasolini. Hein, c'est-à-dire, voilà, politiquement, pour lui, ce film est un film entièrement politique. Pour lui, hein, il dit, le but de ce film n'est que politique. Voilà, en gros. Et c'est vrai que par rapport à ça, Sade, c'est une bonne... Enfin, il a attrapé Sade vraiment. Je veux dire, il ne s'est pas contenté d'avoir le scénario de Sade. Mmh. Il a compris tout sur le langage, le théâtre, c'est-à-dire tout ce qu'on... Le film est réellement sadien et pas sadique, pour aller vite. Voilà, c'est ça la différence. J'aimerais bien, en fait, simplement, il y a un personnage, moi, qui me marque là-dedans, c'est la seule touche d'humanité qu'il puisse y avoir au milieu de ce tas de fumier, c'est la musicienne, en définitive. La figure de la musicienne qui est à la fois une sorte de témoin muette, qui, oui, en fait, dans sa seule humanité, va se suicider, en l'occurrence,
se défenestrer, et comme si elle avait besoin, pour dernière preuve, d'apercevoir les scènes de torture qui s'y passent, se jette par la fenêtre. C'est vrai que cette figure est une figure presque... Vous disiez tout à l'heure, vous aviez commencé par la scène de fin, qui est une sorte de... Enfin, le fait d'apporter la fin d'une tension. Oui. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est peut-être aussi cette femme-là, qui a toujours un regard à part, même quand il y a la présentation sur le premier balcon. Elle a une attitude un petit peu étrange, en fait. Et elle n'agit pas comme les autres, à être une sorte de bon soldat, aller chercher les filles, les déshabiller d'elle-même sans qu'on leur demande, etc. Et elle a cette posture un peu en recul, et par le fait de ne pas parler, et puis dans le fait d'éviter le conflit, vous l'avez dit vous-même, en fait, à un moment donné... elle essaie de désamorcer quelque exactement, chose. parce qu'elle sait ce qu'encourent ces deux filles, et elle cherche à dédramatiser cette situation. Et ce personnage-là... Elle a de l'empathie. Oui. Et elle sait qu'elle n'y a pas droit, et elle se suicide. C'est un personnage très à part dans le film, parce que les autres, ils sont totalement pris sous la loi de cette structure. C'est-à-dire personne... Ou alors, il y a la jeune fille qui dit « Tuez-moi, comme ça je rejoins ma mère ». Mais voilà, elle le fait, et elle le fait en douceur. Elle ne le fait pas en criant ou en faisant quoi que ce soit. Elle se laisse glisser à la fenêtre, comme ça. La scène est très très belle. Alors à la fin, la scène finale, il y a évidemment ça a suscité beaucoup de réflexions, puisque est-ce que c'est un rachat faustien? Puisqu'ils se parlent entre eux, il dit « Comment s'appelle ta copine ?» Voilà, ça veut dire que c'est le prénom de la fiancée de Faust, si on peut dire, et du coup il y en a qui ont dit voilà, la fin est faustienne, c'est-à-dire que ça laisse une lueur d'espoir au spectateur, en disant même Faust, quand il a vendu son âme au diable, il rencontre l'amour, enfin il rencontre, même si ça finira mal l'histoire, mais il rencontre une jeune fille, c'est-à-dire que les jeunes filles ne sont pas que des objets à sadiser. Les jeunes filles peuvent aussi sauver quelqu'un. Donc, effectivement, on peut interpréter ça un peu comme ça, la fin, parce que le prénom, il a choisi quand même. Il n'a pas pris un prénom au hasard. Voilà. Je n'ai pas d'idée sur ça. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce film, Pasolini n'en a jamais parlé après. Tout ce qu'on a, c'est les trucs de préparatoire. C'est-à-dire, d'habitude, Pasolini, il parle toujours de tout ce qu'il a fait. Et là, on est un peu abandonné. C'est-à-dire, il nous oblige un peu à penser par nous-mêmes des choses comme la fin. La fin, je suis sûr que quelqu'un lui aurait posé la question, il aurait répondu sur est-ce que c'est faustien. C'est quand même très beau. Enfin, moi, la fin, Puis on a tellement vu d'horreur que d'un seul coup, un peu d'une relation tendre entre ces deux garçons, c'est quand même très beau. La musique est toute jolie, il change, il enlève la musique. Est-ce que c'est vrai il avait prévu de faire une sorte de trilogie de la mort après la trilogie de la vie, en fait? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait prévu de faire encore 2 films après celui-là? C'est très discuté. En fait, quand il fait ce film, il en a 2 autres en tête. Il a Saint-Paul, etc. Et quand même, quand il est au milieu de ce film, il dit « Le cinéma, j'arrête, je veux écrire Pétrole ». Enfin, Pétrole est déjà commencé depuis longtemps, puisque Pétrole, c'était un manuscrit qui devait faire 2000 pages. Donc c'était un truc énorme. Et il dit « Maintenant, mon objectif, c'est de finir Pétrole ». Voilà, ça veut dire que... Et ça... Je veux dire, Graziella me l'a confirmé, Ninetto me l'a confirmé, c'est-à-dire que quand il écrivait Pétrole, il allait chez Ninetto, donc avec sa femme et ses enfants, il montait au grenier et il écrivait toute la nuit. Et le matin, il descendait et il disait à Ninetto, regarde où j'en suis, et il lui montrait une liasse de tout ça. Que le grand projet de la fin de sa vie, ça a été Pétrole. Vous savez que ce livre est resté des années sans être diffusé, parce que Graziella se demandait si elle avait le droit de publier un livre pas fini. Et finalement, elle l'a fait, et elle a eu très raison, parce que c'est pas... Pétrole, c'est pas comme un livre commencé qui s'arrête à la page 200. C'était un livre en artichaut, un feuille d'artichaut, c'est-à-dire il écrivait à un endroit,
il écrivait un truc qui aurait dû être 100 pages après, et on avait le plan. Ça veut dire que Pétrole, aujourd'hui, si on ne savait pas qu'il n'est pas fini, c'est un livre fini. Enfin, en tout cas, c'est un livre qui est recevable comme un livre fini. Et finalement, dans Pétrole, il dit les mêmes choses que dans Salo. Il parle de la même chose. Il parle de ce que deviennent les quartiers pauvres en Italie, ce que devient la sexualité. C'est-à-dire, c'est le même projet. Je pense que c'est plutôt un truc en miroir entre Pétrole et Salo. Bon, quand même, ce film, pour lui, ça a dû être assez éprouvant. Pas à cause des relations, mais filmer, faire ça. Vous imaginez faire ça, quoi, pour un cinéaste, même aujourd'hui, hein, faire un truc pareil, quoi. Ça a dû quand même bien le secouer. Oui, donc le film, il est en 3 séquences. Et après, dites-moi, hein, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais on a le sentiment que la première partie, c'est la partie où clairement, avec le prélude quelque part, où il ramasse un petit peu les futures victimes. Oui. Il y a le côté amalgame entre le fascisme et la possession presque animale sexuelle des autres et des victimes. La deuxième partie, donc autour de la merde, on est vraiment, il me semble, plus sur la critique de la société de consommation, quoi, quelque part. Oui. Viscéralement, oui. On leur dit produisez votre merde et mangez-la. Oui. Et avec cette scène incroyable de l'énorme plat des troncs où tout est mélangé en plus. Hein, on n'est plus sur mange la mienne ou mange la tienne, on mélange tout. Oui. Et puis la troisième, on est vraiment sur quelque part la fin inéluctable que voit Pasolini à tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers la meurtre absolue. Et effectivement, la pianiste est vraiment intéressante parce que pendant une grosse partie du film, justement sur le rapport homme-femme que vous disiez, il me semble, les femmes ont un rôle, elles accompagnent. Il y a les victimes et il y a celles qui accompagnent, oui. Sans agir directement, mais elles accompagnent. Et la pianiste, elle accompagne au piano, mais en tournant le dos à l'histoire. Et on a l'impression que finalement, il n'y a qu'à la fin. Elle se retourne où il n'y a plus personne d'ailleurs, ouais. Et elle traverse une enfilade de pièces pour aller essayer de voir, et elle se rend compte de ce qu'elle a accompagné en fait. Ouais. Voilà, c'était une... Mais alors, bon, j'ai oublié de dire ça, mais c'est une évidence, c'est que les 3 cercles, ça vient de Dante. C'est-à-dire que quand Pasolini, ce qui lui a donné l'envie de faire ce film, c'était d'abord Sade, puisque c'était le projet de Chiti. Mais après, il dit, j'ai eu 2 trucs. J'ai eu Salo, raconter ça pendant Salo, et puis Dante, c'est-à-dire franchir les cercles. C'est pour ça qu'il appelle ça cercle, c'est-à-dire qu'il mixte un peu Sade et Dante. Voilà. Donc il y a des choses effectivement assez dantesques là-dedans. Et alors il y a un truc aussi, bon, qui est important, c'est-à-dire que les fascistes, c'est pas des brutes incultes, c'est eux qui ont la culture. C'est-à-dire, c'est eux qui connaissent tout, ils citent de tête Baudelaire, non, c'est pas Baudelaire, c'est Ezra Pound, etc. Ça veut dire que à cette époque-là, en tout cas, les fascistes étaient une élite cultivée et assez raffinée, parce que quand ils discutent entre eux, c'est costaud, c'est le contraire de brut. Voilà, donc c'est intéressant par rapport à aujourd'hui, par rapport, si vous voulez, c'est-à-dire que évidemment Pasolini ne pensait pas que la culture était dangereuse. Pasolini s'est toujours battu que pour ça, pour que la culture permet de penser, etc. Mais là, il attribue aux fascistes ça. Alors le dernier cercle, c'est évidemment la solution finale. On les marque au fer, on leur met des numéros, etc. C'est-à-dire c'est une forme métaphorique de la solution finale, hein, c'est clair. Puisque quand on les rassemble, voilà, ils vont y passer, quoi. C'est vrai que le principe
de l'art, en fait, c'est quelque chose qui m'a en fait, vous savez, cette espèce de regard que l'on peut avoir quand on observe les choses et qu'on reste dans une forme complètement passive des choses. En fait, entre la question des choix musicaux, de ce qui est interprété, toutes les peintures qu'il y a partout, les discussions littéraires, finalement, on a l'impression que la culture est omniprésente là-dedans. Et en même temps, vous l'avez dit, en fait, c'est comme si, oui et non, c'est comme si elle participait, elle contribuait, en fait. C'est-à-dire que l'esprit éclairé était capable d'aller voir dans la perversité la plus grande, en fait. Elle était un outil ou un levier pour aller plus loin. Et on parlait justement d'être des sortes de... Comment on appelle ça quand on assiste à un accident et qu'on n'aide pas, en fait? C'est de la... non-assistance à personne en danger, en fait. Et c'est presque ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Paul, en fait, en l'idée que la caméra, en fait, cette caméra, elle n'est jamais du côté des victimes. Et en fait, nous-mêmes, en tant que spectateurs, c'était comme si cette caméra, elle se plaçait du côté, elle faisait de nous, finalement, aussi les observateurs, en fait. Et on a deux possibilités, soit d'accompagner ou soit d'être comme la pianiste, oui, de savoir que l'on accompagne et qu'on se défenestre à un moment donné, porteur de cette conscience. Et l'autre chose aussi par rapport à la question de la femme, c'est en ça où on voit qu'il s'agit d'une caméra masculine. Même les femmes qui sont les femmes, les narratrices, on voit bien à un moment donné quand il fout tout le monde dehors là, pour le mariage, là, il les fout dehors aussi, et on voit qu'elles craignent ça. Mais même au départ, de souvenir aussi, cette espèce de... Vous voyez, c'est aussi le premier mariage où il y a cet homme-là qui arrive et qui coupe la cérémonie, qui commence à tripoter au départ les femmes, puis les hommes, donc le cheptel, et qui va s'acoquiner ensuite avec ces femmes. Et on voit qu'elles sont pas très à l'aise non plus d'avoir ce statut-là. Et toutes, à un certain niveau, en fait, n'importe quel statut qu'il soit, c'est-à-dire aussi bien les filles, au départ, leurs filles à eux, qui sont nues et qui deviennent des servantes, les filles du cheptel et les personnes du cheptel, et les femmes officielles, sont toutes, de toute façon, à un moment donné, mises à mal dans le film. Et la condition féminine, en fait, ne les protège, parce qu'il y a cette condition féminine, ne les protège de rien. Encore plus que les autres, en fait. Je me suis dit, ça, c'est la métaphore du pouvoir fasciste. C'est-à-dire que, parce qu'il fait que dire, voilà, les femmes, elles étaient dans la société, mais le pouvoir était 100% masculin. Bon, là, c'est clair dans le film. C'est-à-dire, il n'y a jamais, même effectivement, les narratrices, elles font du théâtre, elles sont appréciées, elles sont belles, mais on les fout dehors. La scène où on la fout dehors est très belle, parce qu'on ne s'attend pas à ça, on se dit, il y a une connivence. Et ils ont besoin d'elle, puisque c'est elle qui raconte les histoires, et en fait, pas du tout. C'est pareil. Quand il dit tout le monde dehors, on pousse les narratrices, quoi. Elles n'ont pas un statut où il y aurait un petit peu plus de pouvoir que les autres femmes. C'est pareil. Voilà, elles sont au même niveau. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Si on veut respecter le dernier jour de couvre-feu, il faut... Oui, il va falloir. Et bon, je profite quand même pour dire, puisqu'on a parlé de Godard, que l'année prochaine, donc on vous a préparé donc une saison autour de Godard, mais le Godard des années 60. Voilà. Donc, j'espère que vous répondrez présent, voilà, pour revoir ces films très très connus, hein, bien sûr. Il y aura À bout de souffle, Pierrot le fou, mais d'autres qu'on voit peut-être quand même un peu moins, comme Masculin-Féminin, je pense que je ne sais pas si on le voit tant que ça. Et puis il y aura Week-end, Tout va bien, enfin j'ai pas en tête tous les films. Mais vous avez vu la petite bande-annonce que j'ai fait au début. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci Alain Bergala pour tout ce cycle que je rappelle, vous pouvez suivre sur nos pages internet du site, puisqu'on a mis les entretiens en fait, qui constituent des sortes de bonus finalement, si vous voulez regarder les films séparément. Enfin, je veux dire, sur votre DVD, avec des DVD. Voilà. À l'année prochaine, alors. À la rentrée. C'est...